Bienvenue dans notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à aimer et à partager. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète sucré. Tout le monde a déjà entendu certainement parler du diabète sucré. Et nous traiterons ce sujet. C'est quoi le diabète sucré? Quels sont les types de diabète sucré? Quelles sont les causes? Quelles sont les complications? Et quel est le traitement par rapport à ces deux types de diabète sucré? Alors, par définition, c'est quoi le diabète? C'est exactement une élévation du taux de sucre dans l'organisme à une situation de jeûne. Lorsque je parle de jeûne, je vois au moins 8 heures passées du repas. La personne qui se présente à l'hôpital présente un taux de sucre au-delà de 1,26 g par litre, puisqu'à l'état normal, le taux de sucre d'un individu normal devrait être au moins autour de 1 g par litre. Alors, si on fait des analyses auprès d'un diabétique, nous allons trouver qu'il y a la présence d'une glycosurie, c'est-à-dire la présence du glucose dans les urines, ce qui est normalement absent à l'état normal. Pour un individu normal, on ne verra pas la présence du glucose dans les urines, puisque c'est le rôle du rein qui filtre ces urines-là et qui l'absorbe. C'est le rein qui filtre le glucose, donc il ne laisse pas dans ces urines la présence d'une moindre quantité du taux de sucre, puisqu'ils sont absorbés et utilisés dans l'organisme. Alors, cette glycosurie, souvent, est accompagnée d'une augmentation de la quantité d'urine, c'est-à-dire une polyurie. Et lorsque il y a une polyurie, lorsque le glucose est excrété, il entraîne aussi. D'autres signes permettent alors de distinguer le diabète sucré de type 1 à celui du type 2. D'abord, le mode d'apparition. Pour le diabète sucré de type 1, l'apparition est brutale, c'est-à-dire des sujets jeunes dont l'âge est inférieur à 40 ans, c'est-à-dire les sujets jeunes et les petits-enfants. Mais il est également appelé un diabète maigre, c'est-à-dire survient auprès des sujets maigres. Ils sont de taille mince, des individus minces. Mais ces individus minces-là, ils mangent beaucoup, c'est-à-dire ils présentent comme signe la polyphagie. Ils mangent beaucoup, mais aussi une asthénie physique intense, c'est-à-dire une fatigabilité intense. Mais l'autre caractère, c'est que comme le glucose n'entre pas dans la cellule, il reste dans le sang, il y a une brûlure de lipides. C'est-à-dire les lipides se brûlent pour former le corps cétonique et maintenir l'énergie auprès de ces patients. Sinon, à l'état normal, il n'y a pas de production de corps cétonique, sauf physiologiquement pour des patients qui font des exercices physiques intenses ou des efforts intenses, ou carrément les gens qui sont en situation de jeûne. C'est à ces moments-là il peut y avoir une production de corps cétonique, puisqu'il y a une diminution du pH sanguin qui devient de plus en plus acide. C'est ce que nous appelons une acidocétose. Ça, c'est dans le diabète sucré de type 1. Le diabète sucré de type 2, pour lui, c'est plus un diabète qui survient de façon progressive, c'est-à-dire à des individus plus vieux, dont l'âge est au-delà de 40 ans. Un autre élément particulier, c'est par rapport au poids. Ce sont des sujets souvent obèses. Ils sont en surpoids, soit en obésité, ces patients-là. Au-delà de ça, c'est des patients qui n'ont pas beaucoup d'activité physique, qui ont une sédentarité. Et souvent, ce sont des fumeurs de tabac. L'autre caractéristique, c'est que ce sont des diabétiques gras, c'est-à-dire des personnes, sont des individus ayant un diabète gras,
à ce moment-là, au-delà du surpoids et des autres éléments que nous avons cités, il y a une élévation du taux de triglycérides. Et souvent, ces patients-là présentent aussi une hypertension artérielle associée au diabète sucré. C'est ainsi ces deux différences entre le diabète sucré de type 1 et le diabète sucré de type 2. Par rapport aux causes du diabète sucré, par rapport aux causes de ces deux types de diabète sucré, c'est-à-dire il y a un problème d'anomalie de régulation de la glycémie ou de la régulation du taux de sucre dans le sang. Si nous prenons le diabète sucré de type 1, c'est un diabète sucré qu'on appelle un diabète sucré insulinodépendant. Pourquoi il est insulinodépendant? Parce que chez lui, nous rappellerons toujours que l'insuline est produite au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans. Puisqu'il y a la présence, l'entrée du glucose dans le corps humain stimule la production de l'insuline au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans. Mais dans le diabète sucré de type 1, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire qu'il y a une destruction auto-immune par les lymphocytes T. Ces lymphocytes sont normalement des cellules auto-immunes qui cherchent à détruire tout ce qui est corps étranger dans l'organisme humain. Mais alors vous allez remarquer que ces lymphocytes T reconnaissent les cellules bêta des îlots de Langerhans du patient diabétique de type 1 comme non-soi, comme des cellules étrangères. Et il a l'habitude de les détruire. Et lorsqu'il y a une destruction massive, excessive de ces cellules bêta des îlots de Langerhans, qu'est-ce qu'on aura? Une diminution de la production de l'insuline ou carrément un manque d'insuline. Et donc ces malades-là diabétiques de type 1 présenteront une hyperglycémie à cause de destruction excessive et massive des îlots de Langerhans. Donc c'est une hyperglycémie chronique. Ces patients auront toujours besoin à ce qu'ils aient de l'insuline pour qu'on puisse diminuer le taux de glycémie dans le sang. Contrairement aux diabétiques de type 2, et il y a quel problème? C'est que les cellules des îlots de Langerhans, les cellules bêta, ne sont pas détruites par les lymphocytes T ou les cellules auto-immunes, mais chez lui, contrairement, l'insuline est bien produite. C'est-à-dire, les cellules bêta des îlots de Langerhans produisent bien de l'insuline, mais cette insuline qui est produite est en défaut d'utilisation. Parce que rappelez-vous, je venais de le dire avant, que ce sont des personnes qui sont grandes de taille, qui ont une obésité, qui sont en surpoids. Donc lorsque l'insuline est produite, mais cette insuline produite est en mal d'être utilisée au niveau du foie, au niveau des cellules musculaires squelettiques, des muscles striés squelettiques, mais aussi au niveau des tissus adipeux. Ce qui fait qu'il y a une insulinorésistance. Insulinorésistance, c'est-à-dire qu'il y a une résistance d'utilisation de l'insuline. Et ces patients-là vont présenter le signe que nous avons cité avant, qui sont quoi? Une polyphagie, une polydipsie, l'asthénie physique ou carrément un amaigrissement. Merci beaucoup. Nous passerons au traitement dans la vidéo qui vient après. Avant de parler du traitement, chers internautes, nous allons toujours vous rappeler qu'on vient ici pas pour venir traiter des gens en ligne, parce que pour ceux qui sont concernés, on va vous conseiller de voir un médecin rodé qui sait suivre les diabètes sucrés, qui sait suivre des patients diabétiques, car cette histoire de diabète n'est pas de l'eau à boire, ça demande un peu d'expérience. Voilà. Donc, en ce qui concerne le diabète sucré de type 1, il est insulinodépendant. Rappelez-vous de la physiopathologie, de ce qu'on a dit avant. Il y a pratiquement plus de production d'insuline
puisque les cellules bêta des îlots de Langerhans sont détruites. Donc ces patients-là, ils ont des hyperglycémies permanentes, chroniques. Ce sont des patients qui ont besoin de l'insuline. Ils sont insulinodépendants. Et cela demande aussi une autosurveillance. C'est-à-dire il faut bien surveiller, il faut bien le suivre. Parce qu'il faut doser quotidiennement des glycémies pour savoir si la glycémie est élevée ou il est bas. Bien sûr que des dispositifs d'auto-injection d'insuline parfois sont importants auprès de ces sujets-là. Alors, le diabète sucré de type 2. Le diabète sucré de type 2, comme j'avais dit avant, il est non insulinodépendant puisque pour lui, le sucre est bien produit, les cellules des îlots de Langerhans sont en bon état, mais il y a un problème dans l'utilisation de ce sucre qui est produit. Donc, le sucre produit, il est bien produit, mais ne sait pas être bien utilisé. Donc, il empêche à ce que le glucose puisse entrer dans la cellule, puisque lorsqu'il est produit, il est utilisé par d'autres organes que je venais de citer avant, le foie, les tissus musculaires, striés squelettiques et les tissus adipeux. Voilà. Donc, dans ce type de diabète, il n'a pas besoin de l'insuline. Bien sûr, il n'a pas besoin de l'insuline, puisque l'insuline que vous allez donner n'aura pas d'effet, puisque l'insuline produite par le pancréas est là. Alors, ici, c'est plus, il y a des moyens que nous utilisons pour normaliser le taux de glycémie chez ces patients-là. C'est-à-dire adopter des régimes alimentaires, faire des activités physiques et arrêter le tabac pour ceux qui fument. Toutes ces mesures sont résumées par un terme que nous appelons le mesure hygiéno-diététique. Au-delà de ça, on conseille de traiter l'hypertension artérielle si elle est présente et de traiter l'élévation du taux de triglycérides qui est souvent présente aussi dans ce type de diabète. C'est vrai qu'il existe quelques médicaments pouvant être utilisés comme des médicaments par la prise orale que nous appelons les antidiabétiques oraux, les ados. Mais bien s'ils sont associés à une mauvaise tolérance digestive parfois, et ils ne sont donc pas à tout moment utilisés. Lorsque les patients diabétiques de type D respectent les mesures hygiéno-diététiques, arrêtent de fumer, contrôlent son hypertension artérielle ou l'élévation des triglycérides, et ce sont des patients parfois qui contrôlent bien leur taux de sucre. Bien sûr, nous passerons aux molécules utilisées dans les traitements dans la vidéo suivante.